Assalamu alaikum chères sœurs. Alors comme promis, je vais vous faire une audio sur le livre de William Raymond, Coca-Cola, l'enquête interdite. Je vais vous lire, on va dire la huitième partie du livre, qui est un peu longue, qui s'appelle Genèse. En fait, il m'a semblé que c'était important pour que vous compreniez un peu qui était le créateur de Coca, et notamment ses intentions, ses motivations. Pour essayer de vous faire comprendre que la légende selon laquelle le Coca-Cola a été créé suite à un accident et est une formule purement accidentelle et totalement fausse. En fait, tout était calculé par un homme qui était ambitieux et qui avait qu'une idée en tête, c'était se faire de l'argent. Et donc le personnage était loin d'être le gentil apprenti sorcier qu'on a bien voulu nous enseigner, moi notamment à l'école. Donc voilà, alors je vous prie de m'excuser déjà pour la longueur de l'audio. Alors, partie 8, Genèse. Contrairement à ce qu'avance la compagnie, la naissance de Coca-Cola en mai 86 à Atlanta ne doit absolument rien au hasard. L'arrivée sur le marché du soda de Pemberton c'est le créateur, est le résultat de l'acharnement d'un homme, de l'intuition d'un autre, d'un concours de circonstances politico-religieuses et plus simplement des habitudes d'une époque. Il faut imaginer un monde où l'aspirine n'existait pas, un monde où la médecine était primitive, où les élixirs promettaient vigueur sexuelle, meilleure haleine et jeunesse éternelle. Un monde où toutes les potions vantant monts et merveilles se vendaient comme des petits pains. Or, c'est dans ce monde-là que Pemberton évoluait, et c'est de ce monde-là qu'est né Coca-Cola. John S. Pemberton n'était pas un créateur de soda, mais un inventeur de pilules magiques et autres mixtures étranges. Et si, dès son origine, Coca a été vendu également comme une boisson rafraîchissante, c'est parce que la mode était à la soda fountain. Donc, entre parenthèses, la soda fountain est un phénomène purement américain. À l'époque, les pharmacies ou drugstores étaient souvent également des débits de boissons. Un lieu populaire, convivial, où on ne servait pas d'alcool mixte et souvent saisonnier. Fermons la parenthèse. D'où cette dualité promettant des perspectives de profit plus conséquents, à tout qui ne pouvait échapper à Pemberton. Avant même son arrivée à Atlanta, dans la petite ville de Columbus, Pemberton avait compris que le métier de pharmacien lui apporterait fortune. Ou plus exactement, qu'une branche de cette activité ne manquerait pas de lui être profitable. Ayant exercé ses talents de chirurgien avec brio et honoré les commandes de ses clients, Doc, comme on l'appelle entre parenthèses, avait en effet noté que l'essentiel de son chiffre d'affaires provenait des élixirs. Des produits miracles, des médicaments de grand-mère possédant une seule vertu attestée, leur coût de fabrication ridiculement bas et des marges importantes. Les recettes et la matière première s'avérant aisément disponibles, l'apothicaire se glissa donc peu à peu dans la peau d'un chimiste. Après un voyage à New York afin de faire le tour des fournisseurs en produits exotiques et préparations diverses, il franchit le Rubicon et transforma son officine en laboratoire. Le 23 juin 1867, le Columbus Inquirer reproduisit les propos enthousiastes d'une personne venant de visiter l'installation de Pemberton. Entre guillemets, j'ai été étonné de l'importance de son laboratoire, j'ignorais qu'il existait un tel établissement dans le Sud. Fermez les guillemets. Même s'il s'agit de Columbus et pas encore d'Atlanta, la version promue par Coca d'un savant cosinus expérimentant ses recettes dans la cave de sa maison paraît donc bien loin. L'installation à Atlanta en 1870 confirma l'intuition du pharmacien. S'il voulait réussir et faire fortune, il devait ouvrir un nouveau marché à ses produits, Columbus étant trop modeste. Car son catalogue ne manquait pas de références. Pemberton avait en effet mis au point des pilules triplex pour le foie, de la liqueur de gingembre, le Stilinga pour les problèmes dermatologiques et Indian Queen, une teinture pour cheveux. Hors sujet. Sans oublier, valeur sûre au milieu de succès plus éphémères, le sirop pour la toux Globe Flower permettant de guérir l'asthme et les saignements pulmonaires. N'oublions pas que c'était surtout des élixirs miracles. Et tout le monde sait ce que ça veut dire par là. Souvent les effets placebo et plus des arnaques qu'autre chose. Donc, les débuts dans la capitale de la Géorgie furent flamboyants.
L'argent coulait à flot, le laboratoire s'agrandit et Doc devint une figure incontournable de la cité sudiste. Seul problème, Pemberton, vraisemblablement suite à une blessure à l'estomac reçue lors des derniers jours de la guerre de sécession, était miné par une douleur lancinante, qu'il essayait d'atténuer en fumant de l'opium et en consommant de l'héroïne. Alors en fait, notre héros national, là, et on va dire plutôt international, est un fumeur de drogue, un drogué quoi. Une habitude incontrôlable qui peu à peu compromit les différentes entreprises qu'il lançait. Non seulement son addiction ne lui permettait pas de gérer sereinement ses sociétés, mais en plus elle l'obligeait à pratiquer l'art de la cavalerie comptable. Chaque nouvelle invention venait en fait financer ses dettes et payer pour un moment sa consommation de drogue. Heureusement, le pharmacien avait la chance pour lui. Sa réputation d'affairiste peu fiable ne semblait pas nuire à sa reconnaissance comme inventeur de génie, ni décourager les investisseurs. Partenaire après partenaire, Doc continua donc à inonder le marché de nouveaux produits. Désormais à la tête de la J.S. Pemberton Company, en 1879, il abandonna la vente des produits de comptoir pour se consacrer à la fabrication de médicaments. Dans ce domaine, il eut de nombreux succès et fut rapidement sur le chemin de la fortune avec son immense usine. Une nouvelle preuve que le mythe de la cave, du chaudron à 3 pieds et de la cuillère en bois ne résiste pas aux faits. Dès lors, il ne reste pas grand-chose de la légende. L'acharnement de Pemberton à réussir ne pouvait s'autoriser le luxe du hasard. Dans le choix de ses partenaires, le Doc recherchait des apports de fonds immédiats, mais aussi les talents permettant de commercialiser efficacement ses élixirs. Frank Robinson semblait incarner le candidat idéal. Frank M. Robinson, nordiste, comptable de formation, fasciné par la publicité, partageait un point commun avec Pemberton. Un vrai capitaliste, il était déterminé à devenir riche. Et Atlanta, ville à l'économie bouillonnante depuis sa reconstruction post-guerre de sécession, constituait le terrain idéal. En décembre 1885, Robinson avait quitté l'Iowa pour la capitale de la Géorgie. Son intention était claire, vendre ses services de concepteur et d'imprimeur de publicité en bichromie. Ne me demandez pas ce que c'est. Dès lors, les fabricants d'élixirs, grands consommateurs de réclame, devinrent sa cible naturelle. D'où la rencontre avec John Pemberton et Ed Holland, son associé du moment. Le courant passa si bien que Doc lui proposa d'emblée un marché au lieu de devenir client. Il lui suggéra un partenariat en vue de la création d'une nouvelle société commercialisant les inventions du premier et se fondant sur les aptitudes à la vente du second. 5 mois avant la naissance officielle de Coca, la Pemberton Chemical Company vit le jour. La légende attribue 3 faits d'armes à Frank Robinson: la création du nom de la nouvelle boisson, sa calligraphie spencerienne qui n'a guère évolué depuis 86 et le recours massif à la publicité. Si concernant les formes rondes et déliées du nom Coca, la responsabilité de Robinson paraît authentique, les 2 autres points sont plus sujets à caution. D'abord parce qu'il fallut attendre le début du XXe siècle, un temps où ses partenaires d'abord étaient décédés, pour que Robinson précise son rôle en ces termes. 2 points. Ouvrez les guillemets. Nous étions 4 associés et chacun de nous a proposé un nom. J'ai soumis le nom Coca-Cola et il a été adopté et utilisé. Fermez les guillemets. En fait, bien que rien n'infirme qu'il n'ait pas été le père du patronyme, son récit oublia de préciser l'existence d'un produit extrêmement populaire en 1885, le Coca-Cola. Une pâte à mastiquer dont les multiples publicités n'avaient pu échapper aux associés de la Pemberton Chemical Company. Et ce n'est pas tout. Ainsi, l'édition 1884 du catalogue de la Frederick Stearns, l'entreprise où Pemberton commandait sa matière première, ne vantait-elle pas sur une page séparée en 2 colonnes les vertus du coca et de la cola? Tout cela paraissait oublié lorsqu'en 1914, Robinson raconta la genèse de la marque en insistant sur le rythme du mot, la force de l'allitération et son dynamisme visuel. Une explication adoptée depuis par la compagnie qui permet là encore d'oublier que le nom Coca-Cola désigne d'abord ses 2 composants principaux.
et qui a le mérite de couper court, comme nous le verrons, à tout débat sur la présence de cocaïne dans le soda. Alors particulièrement sur ce passage-là, je ne comprends pas l'auteur, parce qu'il dit que ça contient pas de cocaïne ici, et plus tard il va dire le contraire. En 1994, Frederick Allen, ancien de The Atlanta Constitution et analyste financier pour CNN, publia Secret Formula, un volumineux livre qui se voulait une étude exhaustive et objective de l'histoire de la compagnie. Et qui s'ouvrait sur l'idyllique portrait d'un couple hétéroclite, celui d'un sudiste chaleureux et rêveur et d'un nordiste plutôt solitaire mais génial, d'un homme qui venait d'inventer une nouvelle boisson et de son ami qui allait la faire vivre grâce au recours inédit à la publicité, en somme la saga parallèle de John S. Pemberton et Frank M. Robinson. Évidemment, la vérité historique écarte ce tableau trop parfait, dont le seul intérêt pour ses concepteurs consistait à toiletter l'image de l'un des pères fondateurs de la marque. Car s'il est vrai que Coca-Cola a été pendant longtemps précurseur dans le domaine de la communication, la compagnie a surtout su profiter de son immense surface financière pour capter et saturer les espaces publicitaires et évincer la concurrence. Par ailleurs, les prétendus éclairs de clairvoyance de Robinson ignorent le contexte économique de la fin des années 1880. Ces messages rompaient avec le style de l'époque et optaient pour des formules courtes au détriment des phrases ampoulées. Essentiellement parce que la Pemberton Chemical Company payait ses réclames aux mots. En plus, ils sont radins. Idem pour le recours massif à la réclame. Il s'agissait non seulement d'une habitude de l'époque, mais également d'une obligation propre aux élixirs miracles. Ainsi, en 1881, soit 5 ans avant Coca-Cola, St. Jacob's Oil investissait déjà plus de 500 000 $ dans ses publicités. Une somme énorme quand on songe qu'une pancarte accrochée à un tramway n'excédait pas $1. 10 ans plus tard, la revue scientifique américaine citait une dizaine de laboratoires dépensant plus d'un million de dollars annuels afin de promouvoir leur préparation miracle. En outre, les fabricants de potions utilisaient les méthodes classiques, affiches, hommes sandwich, mais développaient déjà l'idée de produits dérivés. En 1886, lorsque Pemberton et Robinson lancèrent Coca, le million d'habitants d'Atlanta avait déjà été inondé d'objets publicitaires en tout genre, du peigne au calendrier. En fait, eux, ils misent tout sur la pub, comme ils font toujours jusqu'à maintenant, en fait. Et ça leur apporte des millions de dollars. Dès sa première année, Coca a néanmoins investi plus d'argent en publicité que le profit engendré par la seule vente de la boisson. Non parce que Robinson fut touché par une intuition de génie, mais parce que la Pemberton Chemical Company en avait les moyens. En effet, les remèdes de grand-mère avaient permis le développement du secteur publicitaire aux États-Unis, avant tout parce que leur coût de fabrication était fort bas. En moyenne, un produit vendu $1 revenait à moins de 10 cents à son inventeur. Une fois la marge du distributeur défalquée, le profit était tel qu'il ne coûtait guère d'investir dans la réclame. En plus d'une activité à la marge importante et dépendante de la réclame, Coca a en fait profité des circonstances de l'histoire, d'un phénomène politique et religieux que la compagnie paraît avoir aujourd'hui oublié, préférant mettre en avant le don de divination de ses pères fondateurs. Le 25 novembre 1885 pourrait représenter la date la plus importante de l'histoire de la compagnie. Depuis des mois, les ligues de révérend Sam Jones manifestaient parfois violemment contre la consommation d'alcool. Ce mouvement de tempérance essentiellement bigot, qui regroupait de nombreuses femmes, mettait en avant la multitude d'existences maltraitées pour cause d'abus de liqueur, et insistait principalement sur le pouvoir rédempteur de la Bible. Rapidement, les saloons de Point Five, le cœur d'Atlanta, là même où Pemberton assurait l'essentiel de son commerce, devint la cible principale des troupes de Jones. En octobre, cédant à la pression, le maire de la ville sudiste décida un référendum sur la question pour la fin du mois de novembre. Et le 25, d'une courte majorité, Atlanta devint une ville sèche, ce qu'on appelle la prohibition. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'histoire américaine. Pour une période d'essai de 2 ans, la vente d'alcool y fut interdite, prohibition qui poussa de nombreux cafés à la fermeture. Au lendemain des résultats, la municipalité offrit toutefois un délai de grâce aux propriétaires des établissements visés. Ils avaient jusqu'au 1er juillet 1886 pour cesser leurs activités.
L'effet du scrutin fut dévastateur pour les fabricants d'élixirs miraculeux. De nombreuses potions contenant une solide base d'alcool. Surtout, il annonça un changement de mœurs majeur. Désormais, les sodas Fontaine et leurs boissons gazeuses aromatisées aux fruits deviendraient les seuls lieux de convivialité autorisés. Et ipso facto, le point de mire de nombreux laboratoires d'Atlanta. Conséquence, le premier qui serait en mesure d'offrir une boisson sans alcool tranchant avec les orangeades et procurant un coup de fouet proche de la sensation du bourbon assurerait une véritable fortune à ses actionnaires. John S. Pemberton avait moins de 6 mois pour réussir. Voilà la fin de ma première vidéo. C'était un peu... je tenais à vous raconter un peu l'histoire du créateur de Coca. Pour vous montrer un peu le portrait du bon monsieur. Hein, que c'était pas un gentil chimiste un peu naïf, mais bien un cocaïnomane, un drogué, qui avait qu'une seule idée en tête, c'était se faire du fric, peu importe comment et peu importe ce qu'il donnait à consommer aux pauvres américains dupes. Donc voilà, je vous ferai une seconde audio, pardon, sur la composition du coca, et je verrai dans les autres livres les autres éléments qui pourraient être très intéressants. En vous remerciant, salam alaikum.